de vous accueillir pour cette session avec de l'ISCA, International Sports Consulting Agency, en français. Donc, ce sera Didier Foulon, qui est World Athletics O, juge referee World Athletics O, et ITO pour World Para-Athletics aussi. Donc, Didier, il est quelqu'un de très expérimenté. Et il va aujourd'hui parler des courses, des équipes de départ et du juge arbitre de départ. Ceci, comme vous savez, est quelque chose qui est très important, où beaucoup d'incidents se passent. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qu'il faut. Et puis, de toutes les façons, cette session est enregistrée et sera bientôt disponible sur le site web, sur le YouTube channel de Sports Consulting Agency. Il y a quelques vidéos qui commencent à apparaître déjà là-bas et Nasser fait le nécessaire au fur et à mesure. Donc, Didier, merci d'être avec nous. Donc, nous voulons remercier également l'ADC Atletismo Sudamericano, Roberto et son équipe, de nous avoir soutenus tout au long de ce process, tout au long de ces visios, et nous a permis de nous servir des infrastructures, de ces infrastructures de son plateforme. Donc, merci Didier. Donc, ce sera à toi. C'est à toi, Didier. Merci, Seren. Donc, avant de commencer la session, d'abord, un grand merci de venir suivre cette session. Mais je vais vous demander de garder vos micros fermés et de poser vos questions dans le chat. Comme ça, on pourra y revenir en fin de session pour pouvoir y répondre et de pouvoir également que vos questions soient toujours en lien avec le sujet de cette session-ci. Alors aujourd'hui, comme Suren l'a indiqué, donc sur les courses, il y aura deux gros points, à savoir les équipes de départ, enfin l'équipe de départ et les juges arbitres de départ. Donc on va faire chaque fois à peu près 5 topics dans chacun de ces deux sujets. Et donc je vous propose de démarrer directement avec l'équipe des départs. Alors tout d'abord, quelles sont les obligations de l'équipe de départ? Donc c'est un point très important pour les courses. C'est vraiment l'endroit crucial pour les courses. C'est là que, pour beaucoup, en tout cas dans les sprints, que tout se joue. Et donc, l'entièreté de l'équipe doit garantir que tous les athlètes aient eu un départ juste et équitable. Et donc, quel que soit le membre de l'équipe de départ, en cas de doute d'une de ces personnes, leur objectif, c'est d'arrêter la course immédiatement pour justement que n'importe quel athlète participant à cette course ait un départ juste et équitable. Donc, il ne faut pas simplement regarder les personnes, les athlètes qui auraient essayé d'anticiper un départ, mais c'est également veiller à ce que, par exemple, un départ en starting block, que le start n'ait pas bougé et donc que l'athlète n'aurait pas pu prendre un départ correctement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal de l'équipe de départ, c'est de veiller à ce que tout le monde ait un départ juste et équitable. Alors, passons en revue la composition de l'équipe de départ. Donc, une des premières personnes, on a un coordinateur de départ. Donc, j'ai chaque fois indiqué la règle à laquelle vous pouvez vous référer pour avoir un peu plus d'informations. Et donc, la première tâche du coordinateur de départ, c'est d'assigner les tâches à chaque membre de l'équipe de départ. Lors de cette attribution, le coordinateur de départ va veiller à assigner le même starter pour toutes les épreuves d'une même course. Donc, que ce soit des séries à la finale, que ce soit le même starter pour une épreuve bien spécifique.
Ceci afin de garantir une consistance entre chaque tour et que les athlètes ne basculent pas d'un starter à l'autre. Il y a une exception à l'assignement des tâches dans l'équipe des départs. C'est si un starter international fait partie de cette équipe de départ, alors ce sera le délégué technique qui doit assigner les courses que ce starter international devrait effectuer. Une deuxième activité que le coordonnateur de départ doit effectuer, c'est de superviser les tâches de chacun des membres de cette équipe. Il devrait également informer le starter, après avoir reçu l'ordre du directeur de compétition, que tout est en ordre pour engager la procédure de départ. Donc, grâce au directeur de compétition, c'est le directeur de compétition qui sera en charge de veiller à ce que les chronométreurs ou d'autres juges soient prêts pour la course suivante. Et donc, le directeur de compétition indiquera à l'équipe de starters via ce coordinateur de départ que tout est prêt. Il devra également agir en qualité d'intermédiaire entre le personnel technique et les juges. Il doit ensuite conserver tous les documents qui sont produits pendant la procédure de départ. Donc, ça va concerner tous les documents, toutes les start lists, les temps de réaction qui seront imprimés, les graphes ou les tracés indiquant les faux départs, ainsi que l'heure de départ auquel les courses ont été effectuées. Et enfin, il devra s'assurer que la procédure pour indiquer aux athlètes leur disqualification s'ils ont fait un faux départ est bien appliquée. Il devra également, avant chaque session, veiller au bon fonctionnement de tout ce qui est technologique autour de lui. Donc, ça va être depuis le pistolet, l'appareil d'assistance au départ. Donc, il devra veiller à ce que tout soit mis en place convenablement pour qu'on ne rencontre pas de problème lors d'un départ. Il doit valider ça pour chaque zone de départ. J'ajouterai également que ce coordinateur de départ pourrait également être un starter. Donc, dans certains pays, je pense notamment à la Grande-Bretagne, le coordinateur de départ est un starter confirmé et donc il lui arrive aussi de donner des départs alors qu'il est coordinateur de départ, mais à ce moment-là, alors ils échangent de rôle avec une autre personne. Mais dans la plupart des compétitions internationales, ce changement ne s'effectue pas. Ensuite, qui dit départ dit starter. Donc, on peut avoir un starter international ou des starters du pays hôte de la compétition. Alors, j'insiste directement, quand il y a un starter international, ce n'est pas au starter international à prendre en charge l'équipe de départ. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit s'intégrer dans le travail de l'équipe locale de départ. Et donc, il devra intervenir uniquement si l'équipe de départ ne fonctionnerait pas convenablement sur un point de règlement. Donc, lui devra montrer l'exemple, indiquer quelles sont les bonnes pratiques. Et comme je l'ai indiqué, c'est les courses qu'il devra starter lui sont assignées par le délégué technique. Comme starter, qu'il soit international ou non, ben, c'est lui qui sera la personne la plus importante au départ de chaque course. Donc, pour effectuer son travail le mieux possible, il doit avoir un contrôle visuel sur tous les athlètes
afin de vérifier que le départ sera équitable pour tous. Donc, au moment où il starte la course, il devra déterminer si tout s'est passé convenablement. Et au moindre doute, il pourra rappeler ou il sera assisté pour ce faire, pour rappeler le départ. J'y reviendrai plus tard, mais je mentionne déjà on aura un juge-arbitre des départs qui devra se positionner plus ou moins dans la même position que le starter afin qu'ils aient des discussions aisées, donc d'être assez proches que pour pouvoir discuter et aussi d'avoir eu le même angle de vision sur les athlètes. Comme ça, ils peuvent arriver plus rapidement à un accord en cas de problème. Alors, on a également des starters de rappel. Les starters de rappel vont prendre une position pour avoir, là au contraire, une autre vision que le starter, donc soit à l'opposé ou un peu plus de face. Et donc, ils vont contribuer à déterminer si le départ a été effectué de manière correcte. Au cas de doute, comme je l'ai déjà dit également, je crois qu'aujourd'hui, je vais me répéter souvent, mais c'est vraiment très important. En cas de doute, il faut absolument arrêter la course le plus rapidement possible et aller expliquer au starter pourquoi on a arrêté la course, qu'est-ce qu'on a repéré comme starter de rappel, qu'est-ce qu'on a repéré, et c'est le starter qui va prendre une décision par la suite. Et donc pour ça, le starter a à ses dispositions une carte verte au cas où, après investigation, on se rend compte que le mauvais départ n'est pas attribuable à un athlète spécifique. Bah, il a toujours la possibilité de montrer une carte verte à tous les athlètes et ainsi tout le monde va pouvoir repartir facilement. Alors, on a les Z-starters. Ceux-là vont s'occuper des athlètes pour garantir que ceux-ci sont placés dans le bon couloir, qu'ils portent le bon uniforme et faire en sorte que les athlètes soient prêts à l'heure pour que le départ et même la présentation de la course puisse se faire à l'heure prévue. Alors, quand je dis qu'on doit vérifier tout ce que les athlètes portent, pour ceux qui étaient là pour la session de chambre d'appel, il y a déjà tous les contrôles sont effectués à la chambre d'appel, mais les athlètes sont des athlètes, sont toujours des êtres humains. Et donc, s'il suffit qu'on ait caché une publicité à la chambre d'appel pour que entre la chambre d'appel et le départ, ils aient déjà retiré le tape qui aurait caché cette publicité. Et donc, les Z-starters vont regarder, vont veiller à ce que le tape soit toujours mis en place, vont veiller à ce que le dossard soit toujours bien porté, que les numéros qu'on place sur les cuissards soient toujours bien portés. Donc, une des règles d'or des Z-starters, c'est de ne pas faire confiance à un athlète sur la ligne de départ. Donc, de toujours bien vérifier qu'il n'y ait pas eu de changement illégal effectué. Une fois que tout est prêt, il va indiquer au starter que la procédure pour présenter les athlètes peut démarrer. Et une fois que le starter donne ses instructions, il devra vérifier que les athlètes suivent ces instructions correctement et donc prennent bien position dans les blocs de départ, par exemple. En cas de faux départ,
ou en tout cas de départ arrêté, c'est aux aides-starters à aller montrer la carte aux athlètes concernés après avoir reçu l'instruction du starter, évidemment. Alors, une tâche importante à laquelle on leur demande de prendre le plus d'initiatives possible, c'est par rapport à l'organisation des blocs de départ, par rapport à la présence et à la réception à la suite de la course des témoins. Et donc là, par exemple, lors des championnats, des derniers championnats indoor à Istanbul, les derniers championnats d'Europe indoor, on a vu que, enfin, en tout cas, certains ont pu voir à l'écran que le juge arbitre des départs était même monté sur la piste parce qu'il y avait personne qui avait été pour reprendre les témoins. Et donc, ça, c'est une initiative qui est normalement laissée aux starters, mais au final, si quelqu'un d'autre de l'équipe se rend compte que personne ne va rechercher les témoins, ben, on doit se bouger et aller rechercher les témoins au plus vite, parce qu'il y a certainement une série qui suit juste après. Donc, on a le juge arbitre de départ. Une différence que je fais directement, c'est que le juge arbitre de départ n'est pas dans l'équipe, mais il va être avec l'équipe. Euh, Pourquoi je fais cette nuance-là? C'est que le juge arbitre des départs ne doit pas prendre la décision pour savoir si un départ a été fait correctement par rapport à la procédure même de départ. Ça, c'est tout le restant de l'équipe qui doit s'en occuper. Euh, Ici, le juge arbitre des départs doit, entre guillemets, uniquement intervenir s'il est en désaccord avec la décision qui est prise par l'équipe. Mais surtout, il devra regarder si le comportement des athlètes est correct pendant cette procédure de départ. Donc, si un athlète a un comportement antisportif, ce sera de la responsabilité du juge arbitre des départs à prendre la décision. Alors, comme le coordinateur de départ, il aura aussi en charge de garantir le bon fonctionnement technologique pour tout ce qui est appareil de départ. Et une des dernières décisions qu'il peut prendre, c'est d'autoriser exceptionnellement un athlète à courir sous protestation. C'est vraiment un cas exceptionnel. Ça voudrait dire s'il y en a un 6, donc un appareil d'aide au départ, il devrait juger que cet appareil n'aurait pas bien fonctionné ou qu'il donnerait donc il donnerait des informations douteuses par rapport au départ qu'il vient de voir. Et donc c'est seulement dans ce cas-là il devrait autoriser un athlète à courir sous protestation. Et donc souvent, on entend que le juge arbitre des départs, c'est le roi du Twitch. Donc le Twitch, c'est quoi? C'est quand un athlète bouge dans ses blocs et donc déclenche l'appareil de détection alors que l'athlète ne serait pas parti. Et donc là, ça peut être considéré comme un comportement antisportif, puisque d'autres athlètes, à cause de ce mouvement dans les blocs, pourraient avoir anticipé le départ du starter. Et enfin, dans l'équipe de départ, j'ajoute également tous les techniciens. Donc là, ce sont les personnes qui travaillent pour des sociétés telles que Omega, Seiko ou Matsport, par exemple. Donc, les techniciens vont pouvoir fournir un service aux officiels sur le terrain. Et par exemple, ils vont fournir toutes les preuves qu'on espère suffisantes, telles que les temps de réaction, les tracés, donc les waveforms, éventuellement des ralentis par vidéo,
afin d'aider les officiels, le starter, à prendre la décision qu'il faut pour le départ qui vient d'être donné. Bien évidemment, ces techniciens devront également garantir le bon fonctionnement de tout leur appareillage. Ces techniciens, par contre, ne vont jamais intervenir dans l'application même du règlement ou dans la prise de décision. Ils sont vraiment là comme un service, comme un support au starter pour prendre la décision. Alors, par exemple, quand on est sur un 400 mètres outdoor, les appareils sont souvent placés à l'intérieur de la piste, alors que le starter va plutôt, lui, être à l'extérieur et derrière les athlètes pour avoir les athlètes dans un angle plus fermé possible, mais d'avoir un visuel sur tous les athlètes. Et donc, en cas de faux départ, le technicien va rapidement imprimer les temps de réaction et éventuellement même les graphes pour pouvoir les apporter au starter pour valider la vision que le starter aurait eue sur le départ et prendre ainsi la meilleure des décisions. Et donc là, on peut vraiment, si on visualise la piste, on a facilement directement 30 mètres d'écart entre l'appareil donc le 6 et le starter. Donc là, le technicien doit faire en sorte de se dépêcher de faire ça le plus rapidement possible, le cas échéant. Alors, j'ai souvent mentionné la technologie au départ et donc qu'on doit la contrôler avant chaque début de session. Un des points de contrôle, c'est le contrôle du point zéro. Donc, on va vérifier avant le début de chaque session que les caméras photo finish sont bien alignées et que le coup de feu du starter est enregistré dans un temps plus que raisonnable, à savoir en dessous de 1 millième de seconde. Et donc, ce genre de contrôle est effectué traditionnellement 1 heure avant le début de chaque session. Alors, c'est un contrôle qui doit être effectué sur toutes les lignes d'arrivée. Alors, pourquoi j'indique que le contrôle doit être effectué sur toutes les lignes d'arrivée alors que sur une piste outdoor, on va dire qu'on n'en a qu'une? C'est en indoor, on a déjà 2 lignes d'arrivée. On aura la ligne droite et on a la ligne d'arrivée sur l'anneau. Donc, on a 2 contrôles à effectuer de ce point zéro. Mais en plus de cela, si par exemple on a une course de l'heure qui doit être effectuée, peut-être que pendant cette course de l'heure, il a été demandé de prendre le temps officiellement au passage aux 15 000 mètres, voire aux 10 miles. Et donc, ce temps de passage doit être aussi validé. On doit aussi valider que les caméras sont bien alignées. Et donc, pour ça, c'est comme si on avait rajouté 2 autres lignes d'arrivée aux 15 000 mètres. Donc, ce sera aux 200 mètres. Et aux 10 miles, c'est plus ou moins, je veux dire, aux 1500 mètres, un petit peu avant. Mais donc là, il faudra vraiment valider 3 lignes d'arrivée en fait. Donc ça, c'est une expérience que j'ai eue lors d'une finale de Diamond League dans laquelle on avait des courses de l'heure et il fallait prendre les temps de passage. Et malheureusement, les starters ont oublié qu'il y avait plusieurs lignes d'arrivée. Donc ils ont fait leur contrôle de point zéro sur la ligne d'arrivée traditionnelle. Et ensuite, ils sont partis. Et donc, on a fait le contrôle du point zéro avec l'équipe technique uniquement euh, et les personnes qui étaient restées pour finir le contrôle. Donc, ça, c'est vraiment à retenir si vous travaillez dans une équipe de départ, c'est de valider toutes les lignes d'arrivée avant la session.
Alors ici, c'est un diagramme. Bon, malheureusement, je n'ai le diagramme qu'en anglais, mais bon, c'est pas important de voir ou de comprendre tous les mots qui sont indiqués. Mais c'est pour indiquer qu'à partir du signal du revolver, ce signal est connecté à beaucoup, beaucoup d'appareillages. Donc, si on part depuis le revolver, dès que le signal est donné, ce signal doit être audible dans tous les haut-parleurs des starting blocks. Ce signal est également envoyé à l'appareil au SIS, donc au système d'information des départs. Il est également envoyé à toutes les horloges qui se trouvent sur le terrain. Il sera envoyé à l'appareil de mesure du vent. Il sera forcément envoyé vers tous les PC qui sont connectés sur le réseau pour gérer tout ce qui est transpondeur, pour gérer tout ce qui est photo finish. Donc, on voit que à partir d'une seule action sur le terrain, à savoir juste avoir donné, entre guillemets juste, hein, avoir donné le départ, ce signal est vraiment envoyé à une multitude d'appareils de manière simultanée et tous ces appareils vont se mettre en route, vont être déclenchés au même moment. Donc, il n'y a pas que les athlètes qui vont démarrer au coup de pistolet, c'est vraiment tous les appareillages autour de la piste qui vont se mettre en route grâce à ce coup de départ. Donc, le starter a vraiment un rôle critique sur les courses puisqu'il va déclencher vraiment le travail de tout le monde autour de la piste. Alors, toujours au rayon technologique, donc on a cet appareil d'aide au départ qui va mesurer tout au moins les temps de réaction. Donc ici, on a le résultat d'une course, enfin les résultats, les temps de réaction pour une course où on avait 8 couloirs. Et donc ici, on a le résultat trié de l'athlète qui a réagi le plus rapidement au plus lent. Et donc, au milieu, on a le numéro du couloir dans lequel l'athlète était. Et donc, il indique rapidement une erreur au couloir 7, puisque le couloir 7 a réagi trop rapidement, puisque le minimum autorisé est de 0,1 seconde. Donc, un athlète qui a un temps de réaction inférieur à 0,1 sera indiqué comme étant euh, parti trop vite. C'est pas pour ça qu'il va écoper automatiquement d'une disqualification ou d'un faux départ. Il faudra regarder en détail pourquoi il est parti plus vite. Et donc, on indique déjà quels sont les athlètes qui sont en dessous de 0,1 seconde. Alors ici, on voit que les athlètes sont pratiquement tous partis en même temps, sauf un. Il faut savoir que pour cette course-là, l'athlète au couloir 8, ayant senti que l'athlète au couloir 7 était parti trop tôt, mais il est parti de manière, on va dire, un peu plus relaxe que les autres. Et donc ici, sont les graphes, les tracés ou les waveforms de cette même course. Donc la course, on peut voir donc, que c'était fait avec la société Seiko, que c'est une course des championnats du monde de Berlin en 2009 et que la course en particulier, c'est le 100 mètres hommes des demi-finales, laquelle la première série
et c'est déjà la deuxième tentative. Et donc ici, on voit pour chaque couloir comment les athlètes se sont comportés dans les blocs. Et donc sur ce tracé, donc ici, il est déjà indiqué quels sont les deux plus rapides après 0,1 seconde. Le faux départ qui est indiqué pour le couloir 7 et pour les autres, simplement leur temps de réaction. Alors, il n'y a aucun athlète qui s'est resté parfaitement immobile dans ces blocs et donc c'est pour ça qu'on voit à certains endroits, si on zoome un peu, euh, on voit des vibrations, des changements, parce que bon, il est impossible de rester complètement statique dans les blocs. Donc, on voit que les athlètes bougent un petit peu, en tout cas que l'appareil détecte des mouvements. Donc, on voit sur ce tracé, on a 4 lignes. Une première ligne mauve qui indique, c'est le moment où on a indiqué à l'appareil de se tenir prêt à détecter les faux départs. Et ensuite, on a 3 lignes un peu plus rapprochées. On a une première ligne noire qui est le signal de départ. Donc, c'est vraiment au moment où le starter a tiré. C'est vraiment cette ligne noire à 0,0. Et ensuite, on a une ligne verte qui va indiquer le 0,1 seconde. Donc, au-delà de la ligne verte, les départs seront considérés comme avec un temps de réaction autorisé, donc plus loin que 0,1 seconde. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, 0,130. Et on voit au couloir 7 que la ligne rouge, qui indique le départ effectif de l'athlète, est avant la ligne verte. Je vais faire un zoom dessus. Parce que l'écart est assez minime, hein, donc on était à 0,96. Donc c'est assez court, mais donc on voit que la ligne est avant le 0,1. Alors on pourrait, pourquoi je disais qu'avec un temps de réaction en dessous de 0,1, c'est pas forcément un faux départ, c'est qu'on doit regarder également si l'athlète est vraiment parti de ces blocs. Donc ici, on voit, si je reprends le laser, on voit que l'athlète pousse réellement, il fait vraiment une poussée maximale, donc comme on voit sur tous les autres athlètes. Et puis après, il y a la deuxième poussée. Donc, on voit vraiment que l'athlète est parti. Il n'y a pas eu, c'est pas simplement une petite poussée, revenir au point de départ et puis pousser correctement après. On voit vraiment que c'est une poussée continue jusqu'au maximum. Et donc là, que l'athlète a vraiment effectué un faux départ. Alors, lorsque justement on rencontre un faux départ, il est important que l'équipe de départ soit la plus efficace possible et la plus grande cohésion possible pour pouvoir donner une décision rapidement. Donc, les personnes doivent utiliser toutes les preuves mises à disposition. Donc, la première des preuves, c'est ce que le starter ou ce que les aides-starters ont vu. Donc, il faut aussi se faire confiance avec ce qu'on a vu. On ne doit pas donner le départ les yeux fermés. Donc, la première des preuves, c'est ce qu'on a vu soi-même. Ensuite, et donc c'est ça que j'ai noté par les opinions. Donc, c'est vraiment, on doit avoir son opinion sur le départ. Ensuite, si on veut vérifier son opinion, on aura le temps de réaction, les tracés comme je viens de vous montrer, voire de faire appel à la vidéo, soit directement sur le terrain, certains appareils en sont déjà équipés,
Mais sinon, si on a un vidéo référé, on peut aussi, donc un juge d'arbitre de vidéo, on peut également lui poser la question via le juge arbitre de départ pour voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose qui serait visible sur le départ. Donc, grâce à ces preuves de prendre une décision, et là, l'objectif, c'est d'éviter de se rassembler avec un groupe d'une dizaine de personnes, parce que sinon, ça indiquerait ou ça pourrait indiquer au monde extérieur que la personne, que le starter est en doute par rapport aux problèmes rencontrés. Donc, il faut essayer de faire ces échanges, ces discussions le plus discrètement possible, parce que bon, sur les grandes compétitions, ben, on est entouré de caméras, il y a des micros partout, donc il faut vraiment veiller à être le plus discret possible et de prendre une décision le plus rapidement possible pour éviter que toutes les caméras soient braquées sur l'équipe des départs à ce moment-là. Ensuite, une fois qu'on a pris cette décision, ben, il faut l'annoncer et indiquer la carte à l'athlète qui aurait soit effectué un faux départ, soit qui aurait eu un comportement antisportif, voire d'indiquer, de montrer la carte verte à tous les athlètes si personne n'est responsable du faux départ. On doit prendre la bonne action avec les athlètes. Donc, déjà, avec l'athlète qui serait par exemple disqualifié, donc lui indiquer de sortir rapidement du terrain, mais également avec tous les athlètes qui doivent reprendre la course afin de procéder à un nouveau départ le plus rapidement possible. Donc, dès que le faux départ a été géré, on doit redémarrer au plus vite avec le nouveau départ. Enfin, pour terminer sur cette première partie des équipes de départ, euh, quelques points du règlement. Et avant de citer ces points du règlement, pour moi, la partie la plus importante à garder en mémoire, c'est qu'il y a deux types de violations aux règles au départ. Il y a tout d'abord la violation des règles techniques. Et donc là, c'est l'équipe des départs qui doit s'en charger. Et il a à ses dispositions trois cartes, une carte verte, une carte rouge et noire et une carte jaune et noire. Et ensuite, il y a les violations de type comportement antisportif. Et là, c'est le juge arbitre des départs qui doit l'indiquer et prendre la décision. Et là, c'est une carte jaune, voire une carte rouge. Alors, les règles, bon, on en a déjà vu certaines, donc les règles de compétition 18, 22 et 23 qui concernent les juges arbitres de départ et l'équipe de départ. Mais on a également les règles techniques 5, 6, 7, 15 et 16 qui sont respectivement liées au port de vêtements, chaussures et dossards, l'assistance aux athlètes, quel est l'impact d'une disqualification, les blocs de départ et enfin le départ proprement dit. Et cette règle inclut également tout ce qui est relatif au faux départ. Alors pour l'anecdote, je vais revenir une nouvelle fois sur les championnats d'Europe en salle à Istanbul. Euh, donc comme je l'ai indiqué, normalement une carte verte est montrée par l'équipe de départ. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi ces championnats, on a eu un cas assez inhabituel, à savoir un athlète suisse, je ne sais plus si c'était sur le 60 mètres ou le 60 mètres et 60 mètres, je pense, qui a effectué trois départs
un premier avec dans sa série dans laquelle il était d'abord disqualifié, donc il a reçu une carte rouge et noire. Et après, donc son équipe a protesté et le juge d'arbitre des départs est revenu sur sa décision sur base de vidéos. Et donc, pour revenir sur sa décision, il lui a donné une carte jaune. Et donc, l'athlète a été autorisé à recourir seul à la fin de la session. Et lors du premier départ de cette course seul, l'athlète a de nouveau a de nouveau été détecté comme étant en faux départ. Donc là, il y a d'abord une carte verte qui lui était montrée parce qu'on voyait qu'il bougeait dans ses blocs tellement il était nerveux. Donc son pied bougeait dans les blocs de départ. Et donc l'équipe de départ a décidé de lui donner une carte verte. Le juge arbitre des départs a lui également pris la décision, donc il était d'accord avec la carte verte, mais il a voulu la montrer lui-même pour lui signifier à l'athlète qu'il devait vraiment se calmer, parce que sinon, au coup suivant, s'il refaisait exactement la même chose, ce serait de nouveau une carte jaune, et donc pour lui, ce serait sa deuxième carte jaune, et donc une carte rouge. Malheureusement, le troisième départ, donc le deuxième seul, était encore plus catastrophique que le premier. Donc là, il tremblait vraiment de la tête aux pieds. Il n'y avait plus rien de stable. Et donc, le juge arbitre des départs n'a pas eu d'autre choix que de lui donner un deuxième carton jaune et une carte rouge. Et donc, pourquoi cette anecdote? Donc déjà, parce que c'est un cas qui est quand même rarissime. Je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Mais c'est surtout pour indiquer que voilà, même le juge arbitre peut aller montrer une carte autre que la carte jaune ou rouge pour déjà rentrer facilement en dialogue avec l'athlète et essayer de le calmer, de lui expliquer que voilà, il est seul, que tout va bien se passer. Malheureusement, ça n'a pas servi dans ce cas-ci. Et donc, maintenant, on va pouvoir attaquer la deuxième partie de la présentation, à savoir de faire un zoom un peu plus particulier sur le juge arbitre des départs. Donc, comme euh, on l'a déjà un petit peu mentionné, euh, son premier rôle, c'est d'exercer le pouvoir des juges arbitres et donc de regarder si le comportement des athlètes est conforme et s'il ne l'est pas, il doit montrer une carte jaune ou une carte rouge si le comportement est antisportif. Et pour ça, il ne doit pas passer par un autre juge-arbitre. Donc, on aura aussi un juge-arbitre des courses. Il doit veiller plutôt aux arrivées, aux bousculades pendant la course. Et donc, le juge-arbitre des départs peut vraiment agir seul, en toute autonomie, pour tout ce qui est relatif au départ. Et il va communiquer avec l'athlète ou les athlètes pour s'assurer de la bonne conduite de la compétition. Donc, en cas de disqualification, par exemple, avec une carte rouge et noire, euh, si besoin, c'est le juge arbitre des départs qui va aller faciliter la sortie de l'athlète si celui-ci commence à discuter. Et donc, il a été désigné vraiment pour superviser l'ensemble des départs. C'est vraiment son rôle premier, c'est d'être là en tant que juge-arbitre. Et donc, vraiment d'avoir un rôle extérieur à l'équipe des départs, tout en travaillant avec cette équipe de départ. Donc, quand je dis travailler avec, ça veut dire qu'il doit vraiment être en étroite collaboration avec le starter de chaque course. Donc, c'est pas forcément uniquement avec le starter international, c'est vraiment avec
chacun des starters qui doit vraiment être en collaboration, je dirais presque en osmose, pour pouvoir prendre rapidement les décisions et éviter de devoir intervenir pour une mauvaise décision de l'équipe des départs. Alors, les tâches de ce juge-arbitre, ben, c'est vraiment de travailler aux côtés et en soutien de cette équipe de départ. Donc, il doit être le plus proche possible du starter. Mais par exemple, c'est de travailler, comme on dit souvent, un pas derrière l'équipe. Donc, il ne doit pas intervenir dans les décisions, mais il doit être prêt à intervenir si jamais il ne serait pas satisfait de la décision prise par l'équipe, de pouvoir rapidement rentrer dans le jeu, ou bien de pouvoir intervenir rapidement sur le terrain en cas de décision disciplinaire. Il doit enregistrer avec précision tout ce qui se passe au départ, donc de savoir à quelle heure chaque départ, par exemple, à quelle heure chaque départ a été donné, voir s'il y a eu des problèmes, enfin, pouvoir noter également s'il y a eu des problèmes lors de chaque départ. Et avant chaque session, en collaboration avec le chef juge de la photographie d'arrivée et d'un starter, il va procéder au contrôle du point zéro et vérifier que le système d'information sur le départ est fonctionnel. Tout au long de la compétition, il va surveiller le fonctionnement de ce système et avant chaque début de session, il va aller obtenir une copie de toutes les listes de départ afin de pouvoir suivre facilement chacun de ces départs. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des différences dans les responsabilités entre le juge arbitre des départs et le starter, voire l'équipe des départs. Donc, ils ont vraiment chacun leur propre rôle, même si, et je répète encore, c'est vraiment un travail d'équipe dans lequel tous ces officiels doivent vraiment rentrer. Donc, avec un esprit d'équipe, cette équipe ne doit former que un, mais on a vraiment deux types de décisions. Il y a les décisions prises par le starter et les décisions prises par le juge arbitre des départs. C'est vraiment deux rôles différents. Euh, et donc, comme je l'ai indiqué, le juge arbitre des départs peut euh, changer une décision prise par l'équipe des départs, sauf si les informations qui seraient données par le système d'aide au départ seraient correctes. Donc là, il faut vraiment suivre les indications données par le SIS. Alors, ce qui est important également pour le juge arbitre des départs, c'est d'avoir une très bonne connaissance du fonctionnement de ce système d'information au départ, ainsi que de pouvoir lire le plus facilement possible les tracés, donc les waveforms qui seraient fournis par ce système. Donc, il doit vraiment se mettre avec l'équipe des techniciens pour se former avant la compétition, pour être certain de pouvoir interpréter facilement les tracés qui seront fournis pendant la compétition. Alors, afin de pouvoir être en collaboration étroite avec l'équipe des starters, ben, il est vraiment recommandé de rencontrer cette équipe avant la compétition. Donc, généralement, ça se passe 1 ou 2 jours avant le début de la compétition. Afin tout d'abord de pouvoir discuter avec le starter international s'il y en a un, ou et certainement avec tous les autres starters de l'équipe, mais aussi de pouvoir se rendre compte, si besoin, de leur donner des entraînements à l'équipe des starters, enfin, l'équipe des départs, ou de donner des instructions à cette équipe
afin que les bonnes pratiques soient mises en place, comprises par tous, et que au final, on sache qui fait quoi, comment, et donc de pouvoir adapter le protocole international avec le protocole qui est national suivi par l'équipe d'habitude, afin que tout le monde puisse fonctionner proprement et que tout le monde puisse comprendre comment les autres vont fonctionner. Cette rencontre va aussi permettre au juge arbitre des départs de se positionner avec l'équipe et donc de soutenir les officiels locaux qui font partie de cette équipe au plus vite et de pouvoir donner un suivi sur les performances de l'équipe tout au long des sessions pour avoir une équipe la plus performante possible au fur et à mesure des épreuves. Puisque grâce à cette collaboration, il va pouvoir identifier les besoins d'amélioration et éventuellement suggérer à l'équipe de mettre en pratique de nouvelles mesures, nouvelles manières de fonctionner au sein de leur pays. Alors, quelques trucs et astuces en tant que juge-arbitre des courses, enfin, oui, des départs, pardon. C'est l'intégration dans l'équipe et donc d'être présenté à chaque membre de l'équipe. C'est vraiment un point hyper important de pouvoir connaître chaque membre de l'équipe et donc de se fondre à l'intérieur de cette équipe de départ. Parce que bon, si jamais ce juge-arbitre de départ doit intervenir, ça veut dire que la situation est critique. C'est qu'il y a vraiment un problème à gérer, que la situation est compliquée. Et donc, il faut un maximum de cohésion au sein de cette équipe. Et donc, ce juge-arbitre de départ ne peut pas être en dehors de l'équipe. Il doit vraiment être avec l'équipe. Et donc, toute aide de la part de l'équipe est non négligeable dans des situations compliquées et critiques pour pouvoir prendre la meilleure décision et d'avoir le support de toute l'équipe dans ces situations-là. Donc, il doit pouvoir comprendre la répartition des tâches au sein de l'équipe et se familiariser avec les protocoles du pays afin, également au Starter international, de normaliser les protocoles en vigueur pour que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Et alors, le dernier point, c'est vraiment un point important, c'est de pouvoir être en adéquation sur la langue à parler pendant la compétition euh, entre les membres de l'équipe avec les personnes qui se greffent à cette équipe et qui viennent d'autres pays. Donc, d'être certain d'avoir des traducteurs si jamais tout le monde ne parle pas anglais, parce que bon, l'anglais sera la langue utilisée sur les compétitions internationales, mais si jamais des personnes de l'équipe locale ne parlent pas l'anglais, d'avoir des traducteurs pour pouvoir faciliter l'échange entre toutes les personnes. Et enfin, d'avoir des radios dédicacées aux courses pour pouvoir dialoguer efficacement avec le délégué technique, avec la photo finish, avec le juge arbitre vidéo des courses, avec le juge arbitre des courses, pour pouvoir être raccord sur les décisions, pour pouvoir prendre l'aide nécessaire en cas de problème. Et enfin, quelques mots sur les compétences qu'un juge arbitre des départs doit avoir. Ben, c'est déjà de pouvoir prendre une décision rapidement.
pour pouvoir prendre une décision rapidement, ben, il doit avoir une certaine force de caractère parce que la décision qu'il doit prendre aura des conséquences sur le reste de la compétition. Tout d'abord sur l'athlète qui sera peut-être pénalisé, mais également sur lui-même, puisque pour une décision qu'il aura prise en début de compétition, ben, pour chaque cas similaire, il devra prendre exactement la même décision tout au long de la compétition pour avoir une consistance tout au long de la compétition. Sinon, les équipes vont pouvoir, enfin, auraient le loisir de protester puisqu'ils pourraient comparer deux décisions différentes pour des cas similaires. Alors, il doit rester en contrôle et être le plus diplomate possible parce que les athlètes sont nerveux. Ils n'auront certainement pas l'esprit ouvert par rapport à une décision qui sera à leur encontre. Et donc, sous cette pression, face à la nervosité des athlètes, il doit vraiment garder son contrôle, rester calme par rapport à toute cette pression, hein, parce qu'en cas de problème, les caméras se braquent sur le problème, on a les micros, donc il doit vraiment rester le plus calme possible malgré toute cette pression extérieure qu'il va de facto sentir. Et donc, faudra vraiment rester le plus zen possible pendant toute cette période-là. Et donc, le travail en équipe et la flexibilité à pouvoir être intégré à l'équipe va faciliter, je veux dire, le fait de rester calme puisqu'il va pouvoir se sentir soutenu par toute une équipe derrière. Et donc, le fait d'avoir pu s'intégrer à l'équipe va lui faciliter la vie à ce moment-là. Forcément, donc on est en contact avec les athlètes, donc il faut rester le plus empathique possible et pouvoir dialoguer le plus facilement possible avec les athlètes, parce que bon, ce seront des moments, si un athlète est disqualifié, c'est pas le meilleur moment de sa carrière de sportif. Donc, il faut pouvoir l'amener à se calmer aussi, et donc de rester, d'être empathique avec lui pour pouvoir éviter les problèmes sur le terrain. Et enfin, il doit avoir également une grande capacité à travailler avec les technologies. Donc, chaque jour, les technologies évoluent en athlétisme. Bon, si on remonte quelques années en arrière, maintenant, ça va faire quelques dizaines d'années en arrière, il n'y avait pas d'appareil, de système d'information au départ. Et puis, on a eu ces appareils qui sont arrivés et qui n'indiquaient que les temps de réaction. À présent, on a les temps de réaction et on a aussi les tracés. Et petit à petit, on a les temps de réaction, les tracés et on a aussi des caméras qui sont parfois embarquées sur soit carrément sur les starts, donc sur les blocs de départ ou des caméras qui sont mises sur le côté et qui sont intégrées à l'appareil où donc le juge arbitre peut voir directement une vision des départs. Donc, c'est relativement récent, mais donc, il y a chaque fois des évolutions et donc, il faut pouvoir s'accommoder, s'adapter à cette évolution technologique pour pouvoir prendre les décisions avec toutes les preuves et toutes les ressources qu'on a à disposition à ce moment-là. Et donc voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Et donc on va pouvoir passer aux questions que vous auriez éventuellement pu poser dans le chat. Donc, comme j'ai pas de visuel sur le chat, je ne sais pas sur N s'il y a eu des questions. Et attends, en effet, C'est il y en a. effectivement. Il y a une question, pourquoi c'est un faux départ si l'athlète part après la ligne de départ? Pourquoi faut-il attendre que le temps de réaction soit après
le millième de seconde. Il y a Donc, deux questions dedans, hein. il y a deux questions. Donc, Tu peux voir les questions? oui, maintenant je peux les voir. Donc, D'accord. pourquoi c'est un faux départ si l'athlète part après la ligne de départ? Donc, je vais peut-être reprendre le graphe, comme ça on a tous le même visuel. Et comme ça, Jocelyne, vous pouvez intervenir si jamais j'aurais mal compris la question. Donc, euh, ce que je comprends de la question, c'est qu'on a ici la ligne de départ, la ligne noire qui indique le moment où le starter a donné le coup de revolver. Et en fait, donc on a un temps de 0,1 seconde, donc c'est 100 millièmes de seconde. C'est le temps qui a été estimé comme étant le temps réflexe qu'un être humain a en fonction d'un signal. Donc, au moment où on voit un signal, où on entend un signal, en tant qu'humain, le temps de réaction est de minimum 100 millièmes de seconde. Donc, il serait pratiquement impossible. Donc, je veux dire, quand je dis c'est pratiquement, hein, donc c'est pratiquement impossible d'être plus rapide que 100 millièmes de seconde par rapport à un son qu'on a entendu. Euh, donc, et c'est de là, donc le règlement a donné cette, euh, cette ligne verte, entre guillemets, donc à partir de laquelle on suppose que l'athlète a réagi après le signal du coup de revolver et n'a pas anticipé. Donc, tout ce qui est départ avant les 100 millièmes de seconde, donc 0,1 seconde, c'est pour ça qu'on dit que c'est un faux départ, parce qu'on suppose, avec les technologies, les tests qui ont été effectués, que l'athlète a anticipé le coup de revolver. Alors, la deuxième question, pourquoi faut-il attendre? Euh, Didier, ok. Oui, Tu es sûr d'avoir compris la question là? Moi, je ne l'ai pas comprise du tout. Est-ce qu'il est possible de demander à l'auteur de la reposer parce que je vois pourquoi c'est un faux départ si l'athlète part après la ligne de départ? oui, oui, mais pour moi, la ligne de départ, c'est, allez, comme je le comprends, c'est la ligne noire que j'ai indiquée comme étant la ligne qui indique le moment du départ fait par le starter. Et C'est bien puisque ça, hein, c'est une échelle de temps, n'est-ce pas? Ok, allez, il l'a dit, il dit que c'est ça. Ok, allez, c'est bon. OK, Apologize, hein. pas grave. Et donc, pourquoi faut-il attendre que le temps de réaction soit après le millième de seconde? Donc là, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, c'est la différence de temps ici, c'est 100 millièmes de seconde. C'est le temps qu'un humain, le temps minimum qu'un humain peut mettre pour réagir par rapport au son et qu'on voit une action. Donc, c'est ce temps-là. Donc, c'est pas un millième, c'est 100 millièmes de seconde. Alors, en fait, le starter n'a pas un grand rôle, sauf de donner le départ et indiquer un faux départ. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de starter dans la salle. Parce que donc le starter a quand même un immense rôle, il a une très grande pression sur ses épaules. Euh, c'est vraiment sur lui que repose toute la course, ou en tout cas tout le début de la course. Donc pour un sprint, ça va être le moment capital. Pour une course de fond, c'est peut-être un peu moins critique, mais le départ est quand même le point majeur de la course, puisque c'est à partir de ce moment-là, je veux dire, bon, si on se rappelle le schéma technique que j'ai montré, à partir de son action, c'est lui qui va faire travailler toutes les autres personnes qui sont là pour juger de la course et tous les athlètes qui participent à la course. Donc c'est vraiment
un élément majeur sur la compétition. Le starter, on ne doit vraiment pas négliger ce rôle-là. C'est vraiment un grand rôle. Donc, et après, il doit pouvoir prendre des décisions en une fraction de seconde. Donc, c'est bon, pour l'avoir fait, pour le faire, c'est vraiment pas évident de suivre 8 athlètes, voire 9 athlètes simultanément sur un départ de 100 mètres, alors qu'ils sont déjà là tous l'un à côté de l'autre. Donc, l'angle de vision est déjà très réduit, donc on les a vraiment tous dans le champ de vision, mais il y a déjà un grand écart entre l'athlète qui est au premier couloir et l'athlète qui est au huitième. Quand on imagine un 200 mètres, les athlètes sont déjà un peu plus écartés. Quand c'est un 400 mètres, c'est encore pire. Donc, on doit pouvoir détecter en tant que starter si un athlète est immobile. C'est déjà pas évident quand l'athlète se trouve à 40 mètres de savoir s'il est vraiment immobile. Voir si tous les athlètes entendent convenablement le départ. Euh, pour l'anecdote, on a eu un cas sur une compétition où, lors d'un relais de 4x100, une fois que les athlètes sont dans la position à vos marques, le starter donne le signal prêt. Et là, tous les athlètes, sauf un, se mettent en position prêt. Et malheureusement, le starter ne l'a pas vu. Les starters n'ont pas fait leur travail convenablement, ne l'ont pas vu non plus. Et donc, le starter a donné le départ et s'est rendu compte à la suite du départ qu'un athlète n'était pas parti, puisque ben, quand il a entendu le coup de départ, l'athlète était toujours en position à vos marques. Donc là, le réflexe, c'est de rappeler, hein. Donc, en cas de doute, il faut toujours rappeler la course. Et donc, je veux dire, c'est vraiment une position stratégique parce qu'il faut vraiment prendre des décisions dans la seconde. C'est vraiment le cas de le dire. C'est encore plus vite que ça. Et donc, c'est vraiment, on peut pas vraiment dire qu'il n'a pas un grand rôle à jouer. Alors, le faux départ serait plus logique si l'athlète partait avant le départ, mais c'est justement ça. Donc, pour revenir sur les 100 millisecondes, un athlète qui part en dessous de 100 millisecondes, ça veut dire que dans sa tête, il a donné à son corps l'information de partir avant que le départ ne soit donné. Encore une fois, un humain ne peut pas réagir plus vite que 100 millisecondes. Et donc, il faut vraiment prendre ça en compte, c'est le temps de réaction. Donc, le temps que nous, en tant qu'être humain, on va prendre la décision d'effectuer un mouvement, ici, de sortir des blocs. Voilà. Prendre cette décision, l'envoyer dans nos muscles et de pousser pour vraiment partir et que les blocs sentent la poussée, il faut minimum 100 millisecondes. Si un athlète réagit plus vite, c'est qu'il a demandé à son corps de réagir avant le coup de départ. Didier, Oui, oui, euh, oui, tu as raison, mais euh, l'intervenant a parlé de logique. Et ici, nous parlons de ce que la règle a fixé. On dit que lorsque un athlète, c'est vrai que c'est la logique qui dit que le temps de réaction qu'un être humain devrait pouvoir donc avoir, c'est ce qui est fixé, que nous, ou lorsque les concepteurs, le groupe de travail qui fixe donc les différentes normes en termes de réglementation, de règlement et de règles des compétitions, dit tout athlète qui part avant, donc, à un temps de réaction inférieur, donc inférieur à 0,1 seconde,
on va considérer que c'est un faux départ. Donc, c'est au thème d'une série d'expériences, certainement, de cas vécus, etc. Et C'est ça. avec tous les moyens qui ont été mis en place, on en est arrivé à fixer que si l'appareil qui donne les informations sur les temps de réaction donne pour un athlète un temps de réaction inférieur à cela, donc on va considérer qu'il est faux départ. Donc, on va dire que c'est réglementaire. Donc, on ne suit pas forcément la logique dans cette démonstration. Nous, on Et va donc, considérer que c'est ce que dit la règle, même si c'est également logique qu'un être humain ne puisse pas réagir normalement avant 0,1 seconde. oui, et peut-être que ce délai va changer peut-être dans le futur, hein. Donc, c'est toujours sur base d'expérimentation, mais dire jusqu'à aujourd'hui, c'est 0,1 qui est considéré, quoi. Oui, c'est ce qui est dans la règle. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auront encore des questions éventuelles sur le sujet. Non, ben, donc je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Suren alors pour conclure la session de ce soir. Donc, merci Didier, c'est une brillante présentation comme d'habitude. De toutes les façons, si vous avez d'autres questions qui vous trottent dans la tête et que vous voulez qu'on vous apporte des éclaircissements, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur notre email. Vous êtes au courant du email, c'est sports.con.ag@gmail.com. Donc, et puis, nous, on va faire le nécessaire pour transmettre à Didier pour qu'il puisse vous répondre. Donc, merci Didier pour cette, encore une fois, brillante présentation. Merci à nos amis de l'ADC Atlétissimo Sudamericano de nous avoir mis leur plateforme à notre disposition pour toutes les séries de vidéos. À Claudia, qui est la maîtresse de cérémonie à tous les coups, elle est là, elle est sur ses gardes. Et donc, merci à Claudia. Elle sera d'ailleurs avec nous dans quelques heures pour la version de Jordi Rogue et Antonio Pérez pour la version espagnole de cette même présentation. Donc, ce sera la dernière semaine qui vient. Donc, nous aurons les présentations et puis nous allons prévoir pour vous un papier d'examen sur Google Form. Ce sera en 3 langues. Ce sera à vous de faire ce travail-là et puis on va en discuter des réponses le lendemain. Donc, ce sera l'occasion pour vous de vous mettre en situation d'examen et puis nous, on va discuter les réponses après. Donc, merci à vous tous. Bonne soirée, bon week-end. Toutes ces sessions-là est enregistrée et sera affiché sur le YouTube channel et le Facebook channel de Sports Consulting Agency, qui existe déjà. Les premières vidéos sont là-bas, déjà sur YouTube. Demain, avec Tarek? Demain, ce sera Tarek, oui. Oui. Donc, il y a Jody ce soir, Jody Rogue and Antonio Perez will be with you, Claudia, for the Spanish part. And tomorrow, Tarek, he is away and he's doing the needful. In French. In French. Soren, il y a une dernière question dans le chat. Vas-y, ouais. Donc, c'est Mokhtar qui demande, donc, quelquefois la station de faux départ est déréglée et des athlètes ont été disqualifiés. Que feriez-vous dans ce cas-là? Donc, là, c'est vraiment aussi, c'est une des responsabilités du juge arbitre des départs de vérifier au fonctionnement de cette station de faux départ, donc le système d'information au départ. Et donc, s'il se rend compte que les informations fournies par l'appareil ne sont plus correctes, ben, il doit indiquer qu'on ne doit plus les utiliser comme preuve. Et donc, il peut, dans ce cas-là, autoriser un athlète à courir sous proteste et donc le temps d'investiguer si l'appareil fonctionne vraiment mal ou pas, et donc de pouvoir prendre une décision pour la suite.
Donc, merci Didier et merci à Fatou qui est également présent aujourd'hui avec nous. Ma sœur, tu es là, on te voit ton nom, on ne voit pas ta figure. Donc, merci Fatou d'être présent avec nous. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour en espagnol. Ah, Fatou, dis-moi, tu es toujours à Oui, Djibouti? je viens juste d'arriver de Djibouti. Donc, je viens Ok. juste d'arriver, j'ouvre et voilà, vous êtes en train de clôturer. Malheureusement. On n'est pas Mais si comme il a dit, j'aurai quand même les cours sur YouTube. J'aurai Toi, à l'occasion. Djibouti? Je suis à Djibouti comme délégué technique du meeting international. Ah, d'accord. Et nous bon venons séjour à juste de Djibouti, ouais. terminer. Bon séjour Ok, à Djibouti, Fatou. j'ai vu les anciens que tu as formés. Je les ai vus. Bon Officiels courage. techniques nationaux. Merci beaucoup. Et bon D'accord. séjour, hein? Voilà, merci beaucoup, merci. Je rentre demain sur Dakar, Inch'Allah. D'accord, allez, bon séjour et bon voyage. Merci beaucoup. Le lien sur YouTube, c'est Sports Consulting Agency. Vous tapez Sports Consulting Agency et vous allez voir les vidéos qui sont déjà postées. C'est mieux, Souren, si tu envoyais ça dans le chat chaque fois pour que les gens puissent noter. Parce que ton français, il est bizarre. Donc, mets ça pour que les gens... Merci bien. Je sais. Malheureusement, tu n'étais pas là, quoi. Agency, Sport Consulting Agency. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Claudia. À tout à Bonne l'heure. journée. Claudia, avant de nous- Merci beaucoup, Didier, Claudia, Elena. Suren, Ah, Priska, Elena Barrios. Gracias, Elena. Okri. Hello.